Je Bonjour, pense bien. Bonjour, voilà. vous êtes Est-ce que vous connecté, m'entendez? c'est bon monsieur, oui, Vous, on vous vous entend. m'entendez? Parfait, Oui, très bien. C'est vous qui lancez la présentation, je crois. il me semble qu'on l'a reçu, oui. Parfait. Bon, mais c'est bon alors. Normalement, si vous voyez, c'est tout bon pour nous. Ben, merci de me donner la parole. Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais tout d'abord remercier l'association Biotrace pour leur invitation à venir parler d'un sujet qui m'intéresse et puis de parler des travaux de recherche que l'on conduit à Avignon. Donc, je m'appelle Frédéric Arlin. Je suis chercheur dans l'UMR 408, sécurité qualité des produits d'origine végétale à Avignon. Je vais essayer d'attraper un pointeur. Est-ce que vous voyez la souris bouger ou non? Ah, j'essaie d'attraper la souris. Comment est-ce qu'on fait pour attraper la souris déjà? À vos diapos? Pardon? Je m'en occupe, tout va bien. Ok. Alors, vous cherchez le pointeur, c'est ça? Je cherche le pointeur, oui. Où est-ce qu'il Alors, est? tout en bas de la présentation, il y a un petit icône souris, la flèche, vous Voilà. connaissez. Vous la cliquez, il y a marqué dessiner ou pointeur. Vous le Voilà. voyez? Et ben, oui, je l'ai attrapé. Ouais. Est-ce que vous le voyez? Oui, oui, on voit votre souris avec marqué Frédéric Carlin juste à Eh côté. ben, parfait. Voilà, excusez-moi. Pas de problème, pas de problème. Merci. Merci Je pour vous en votre aide. prie. Euh, donc, je suis chercheur à Avignon. Je suis chercheur à INRAE. Voilà. Et donc, je vais vous parler de spores bactériennes. Voilà. Pour faire avancer la diapositive. Voilà. Pour J'ai avancer, vous beau. pouvez simplement utiliser les flèches de votre clavier, ça marchera. Ça marche. Vous y êtes? Voilà. Très bien. Donc, les spores bactériennes. Les spores bactériennes, c'est une spore de bactéries, c'est la forme de résistance la plus connue à ce jour. Donc, c'est vraiment une curiosité dans le monde, dans le monde vivant. Les spores de bactéries se caractérisent par leur extrême résistance et leur dormance. Et rien que par ces deux propriétés, elles vont poser des problèmes dans l'industrie alimentaire. Elles appartiennent également à des espèces bactériennes qui présentent une grande capacité d'adaptation aux différentes conditions rencontrées dans la chaîne alimentaire, adaptation à la température, au pH, à l'activité de l'eau, à la diversité des sources de nutriments, etc. Donc c'est vraiment des bactéries qui ont beaucoup d'armes pour persister et se multiplier dans l'environnement, en plus de leur capacité de résistance. Il y a quelques espèces qui sont pathogènes de l'homme et des animaux, notamment Bacillus cereus, Clostridium botulinum et Clostridium perfringens, qui sont déjà des agents reconnus de toxinfection alimentaire et qui représentent grosso modo à peu près 10% des intoxications alimentaires dans de nombreux pays. Les spores de bactéries sont également des agents très fréquents d'altération de produits alimentaires. Elles sont en concentration élevée dans de nombreux produits secs qui sont utilisés comme ingrédients dans l'industrie, que ce soit des poudres, des épices, les poudres de lait, les farines, enfin tous les ingrédients, beaucoup d'ingrédients secs. Et de fait, on va les trouver dans la plupart des produits transformés. Et de fait de leur résistance, elles vont survivre euh, après application de procédés traditionnels de transformation, comme par exemple la chaleur, mais également des procédés émergents comme les hautes pressions. Et si c'était déjà pas assez comme ça, ce sont des bactéries que l'on trouve absolument partout dans l'environnement. Largement présentes dans le sol, c'est leur habitat naturel, mais elles peuvent être
trouvés également dans les denrées alimentaires à plusieurs centaines de grammes par, plusieurs centaines par gramme d'aliments. Dans le sol, on peut en avoir plusieurs millions par gramme de sol. Oui, concernant leur dormance et leur extrême longévité, une petite curiosité, c'est que des collègues allemands et américains se sont lancés dans une expérience où ils vont suivre la longévité de spores de Bacillus subtilis, donc je dirais une bactérie de référence dans le domaine scientifique. Ils vont suivre leur longévité pendant 500 ans. Donc l'expérience a commencé en 2014, ils vont la poursuivre jusqu'à 2500, en 2514. L'idée, c'est d'évaluer de manière un peu plus précise la capacité de résistance, la capacité de persistance des spores de bactéries, qui est connue depuis longtemps. Mais là, il va essayer de l'établir de manière scientifique. Et les auteurs, enfin, ça a été présenté dans les médias comme l'expérience la plus longue qui a été initiée à ce jour. Donc les auteurs ne se font aucune illusion sur le fait d'être présents pour l'analyse des derniers résultats. Une spore de bactéries, à quoi ça ressemble? Donc ça, c'est différentes images. Bon, en haut à gauche, hein, vous avez des boîtes de pétri avec des colonies de bactéries. Chacune de ces colonies de bactéries peut contenir des centaines de millions de spores. Et quand on les regarde au microscope, voilà comment ça apparaît. Donc ça, c'est une observation contraste de phase. Donc on voit le bacille, la bactérie, sous son apparence classique, puis à l'intérieur, on a une petite structure brillante, donc très dense aux photons, et qui est en fait la spore de bactéries. Et cette image est assez conforme avec ce qu'a pu voir en son temps Ferdinand Cohn. Et ça, ce sont des spores tels qu'ils avaient pu les dessiner en 1875. Cohn était un des contemporains de Pasteur, et c'est un des découvreurs avec Koch, celui du bacille de Koch, c'est un découvert de la spore de bactéries. Et vous voyez que lorsqu'on les observe au microscope à balayage, on retrouve bien cette forme, donc cette petite structure oblongue. La taille d'une spore, c'est à peu près 1 micron. Bien entendu, on peut aller plus finement que ça. Et voilà, au microscope électronique, ce que l'on peut observer. Donc ça, c'est une observation en coloration, dite en coloration négative, où on retrouve ici la cellule probablement dite, et puis pour certaines espèces de spores, on trouve une structure un peu particulière, qui a l'air un peu membraneuse, un peu fine, qu'on appelle l'exosporium. Et lorsqu'on fait une coupe de cette spore, voilà comment elle apparaît. On a une superposition de différentes couches. En partant de l'extérieur, on retrouve cet exosporium qui était présent ici. Et puis, on a des couches de nature différentes, des tuniques, un coat en anglais, qui sont, elles, de nature protéique. Ensuite, on a à l'intérieur, on a le cortex, donc qui est formé d'un peptidoglycane particulier, c'est-à-dire grosso modo, il est de la même nature que la paroi de la spore bactérienne, légèrement modifié dans la structure de la spore. Et ces différentes structures entourent le cœur de la cellule, qui contient l'ADN, qui contient donc l'information génétique. Et c'est cette structure qui confère la résistance à la spore. Donc les spores, comment se forment-elles? Donc elles sont formées à l'issue de processus dits de sporulation. Alors le processus de sporulation, c'est particulièrement important chez ces espèces, bien entendu, hein, à titre indicatif. Le processus de sporulation met en œuvre 100 gènes sur les un peu plus de 4000 gènes connus chez Bacillus subtilis. Donc c'est un processus qui mobilise beaucoup de structures, beaucoup d'activités dans la cellule bactérienne, pour celles qui sont capables de faire des spores. Donc vous avez un stade, pour des raisons particulières qui tiennent généralement à la privation nutritionnelle du milieu, après croissance de la bactérie, on a une différenciation qui est à l'intérieur de la cellule qui apparaît,
avec formation de ce qu'on appelle l'après-spore et après division à l'intérieur de ce qu'on appelle la cellule mère. Et on va avoir formation des différentes structures de la spore par, premièrement, un phénomène dit d'englobement, hein, engulfment en anglais, et puis accumulation du matériel qui va former la spore finale. Donc, les protéines qui vont former les tuniques, les différentes membranes qui vont s'assembler autour de la spore, le cortex qui va également se former, et le processus aboutit à la lyse de la cellule mère et la formation de la spore, qui va attendre tranquillement que les conditions deviennent favorables pour entamer un processus de germination. Et donc, c'est un processus totalement différent de celui de la multiplication végétative qui est que les cellules expérimentent lorsqu'elles sont en phase de multiplication active. Donc, la résistance des spores, on peut déjà la comparer à la résistance des cellules végétatives. Donc, ça, ce sont des données qui ont été obtenues sur Bacillus subtilis, par exemple, et on a comparé la résistance entre des cellules en croissance et à celle de spores. Donc, résistance à la chaleur, à 90 degrés, ou le temps de réduction. Alors, toutes ces données-là, c'est le temps de réduction décimale, hein, le temps qu'il faut pour l'abaissement de la population d'un facteur 10. Et bien, ce temps de réduction décimale, il est de moins 0,1 minute à 90 degrés. Et pour des spores, il est très largement supérieur à 20 minutes. Pareil pour la résistance à la chaleur sèche. Hein, la résistance, elle est de l'ordre de 5 minutes et 90 degrés pour des cellules végétatives. On est à plus de 20 minutes à 120 degrés pour des spores. Donc ça, c'est pour des traitements thermiques, mais on a la même chose pour la résistance aux traitements chimiques, donc au peroxyde d'hydrogène ou à l'hypochlorite de sodium, donc deux agents oxydants extrêmement puissants qui sont utilisés pour la décontamination, en particulier dans l'industrie alimentaire. Hein. Vous voyez que les spores sont beaucoup plus résistantes à ces deux composés que les cellules végétatives. Et on a les mêmes données, le même genre de comportement pour les résistances aux radiations UV, où les spores sont à peu près 10 fois plus résistantes que des cellules végétatives. Donc ça, c'est lorsqu'on compare spores et cellules végétatives, mais on a je dirais dans l'absolu, ces spores sont extrêmement résistantes. Ça, ce sont des données que nous avons obtenues au laboratoire à Avignon, où nous avons travaillé sur deux espèces qui s'appellent Morella thermoacetica et Geobacillus thermophilus, qui sont des bactéries thermophiles, donc ils ne se développent pas en dessous de 45-50 degrés, mais qui posent problème dans l'industrie alimentaire malgré tout. Donc, le temps de réduction décimale de Morella, on a pu l'estimer à 130 degrés à 3 minutes. Le temps de réduction décimale pour Geobacillus thermophilus, on l'a estimé dans une méta-analyse. Hein, méta-analyse, c'est-à-dire qu'on a récupéré un grand nombre de données de la littérature et on a estimé que ce temps de réduction décimale à 121 degrés, il était de 3 minutes. Bon, ces valeurs-là ne parlent pas tellement, mais si on ramène ces temps de réduction décimale à la température de 100 degrés, on a des principes qui permettent d'établir ça. En gros, vous chauffez des spores de ces bactéries pendant 1 heure en 100 degrés, et bien vous avez 63% de survie, c'est-à-dire qu'il y a quasiment même pas la moitié des cellules qui seront mortes. Et si on chauffe du Morella thermoacetica à 100 degrés, là on aura 95% de survivance, c'est-à-dire que là, aucune cellule ne sera atteinte quasiment, ce qui montre quand même l'extrême résistance de ces bactéries. Donc, pourquoi les spores sont résistantes? C'est une question qui s'est posée depuis longtemps aux microbiologistes et sur lesquels on a quelques éléments de réponse. Donc, un des premiers éléments de réponse, c'est la résistance en eau du cœur la résistance et son lien avec la teneur en eau du cœur de la spore. Donc, c'est des travaux qui ont relativement historiques, hein, qui montrent le lien entre la résistance à la chaleur, hein, toujours
estimé par ce temps de réduction décimale à 100 degrés, en fonction de la teneur en eau du protoplasme, c'est-à-dire du cœur de la spore. Et on voit que plus la teneur en eau est élevée, plus la résistance est faible, et à contrario, plus la teneur en eau est faible, plus la résistance est élevée. Et c'était montré sur un ensemble de spores de bactéries qui ont été produits dans différentes conditions, donc qui ont permis d'avoir différentes teneurs en eau dans leur cœur. Un autre élément important, c'est l'association entre un composé particulier de la spore qui s'appelle l'acide picolinique, qui constitue jusqu'à entre 5 et 15% du poids sec de la spore, et les ions calcium, d'une manière générale, avec des cations qui sont présents dans le cœur de la spore. Donc les spores, d'une manière générale, contiennent des quantités élevées en DPA, je l'ai dit, ainsi que des quantités élevées en cations divalents, donc une teneur en eau est réduite, et cet ensemble, eau, calcium et DPA, forme un réseau à l'intérieur de la spore qui va, je dirais, une sorte de gélifier le contenu cellulaire, et notamment lorsque les cellules sont exposées à la chaleur, on va limiter beaucoup, par exemple, les phénomènes d'agitation moléculaire qui aboutissent à la casse de certaines molécules qui constituent la spore. Donc ce réseau calcium, acide hypocolinique, eau, est un des éléments aussi qui est très important dans la résistance des spores. On a également d'autres éléments, donc on a ce qu'on appelle les small acid soluble proteins, sont des petites protéines solubles qui sont associées à l'ADN, qui protègent l'ADN de pas mal de dégradation. Et cette courbe illustre leur importance dans la résistance à la chaleur. Donc ça, ce sont des spores. Donc ici, vous avez le type sauvage, donc exposé à la chaleur à 85 degrés, donc avec un très fort taux de survie. Et puis là, vous avez des mutants qui sont dépourvus de ces SASP et qui deviennent extrêmement sensibles à la chaleur. Donc on sait, grâce à ce genre d'expérience, le rôle majeur joué par ces structures, par ces protéines particulières dans la résistance des spores. Donc, alors, on a également des éléments sur la résistance à d'autres procédés. Donc ça, c'est des travaux que nous avons réalisés au laboratoire, la figure de droite, sur la résistance à un traitement UV à base de lumière pulsée, donc des flashs de lumière de très courte durée à très forte intensité. Là aussi, on a travaillé également sur des mutants, donc vous avez le comportement du sauvage ici, et on voit par exemple qu'un mutant dépourvu d'une protéine de tunique, appelée coteux, donc le mutant dépourvu d'une de ces protéines de tunique devient extrêmement sensible à la lumière pulsée, donc à un traitement UV. Une question aussi qui est importante, et en particulier dans l'industrie alimentaire, c'est savoir où les spores se forment. Donc on a pas mal d'éléments de réponse. Un des premiers éléments que l'on a, c'est qu'on est capable de les former au laboratoire. Je dis ça un petit peu comme une blague, mais ça donne quand même pas mal d'indications. Donc on sait, grâce à les travaux conduits au laboratoire, que la sporulation est déclenchée par un signal de densité cellulaire qu'on appelle Chrome sensing. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait des populations en nombre élevé pour que la sporulation se déclenche. Et c'est associé à un appauvrissement nutritionnel chez les bacillus ou à une acidification du milieu et par voie de conséquence du cytoplasme chez les Clostridies. Et la sporulation apparaît généralement, apparaît toujours après un phénomène de multiplication active. Donc c'est généralement le terme d'une croissance bactérienne et ça apparaît rarement en tout début de croissance. On sait également que c'est possible dans de très nombreux milieux et dans une très large gamme de conditions, avec un succès variable. Bon, ça veut dire que toutes les conditions ne sont pas forcément favorables à la croissance, mais on sait qu'on peut la reproduire dans de nombreux milieux, et ça nous donne l'indication de ce qui peut se passer dans la nature.
Donc, on sait aussi que la sporulation peut se reproduire dans le sol. Le sol est un réservoir naturel pour la plupart des spores bactériennes. Mais le sol, on sait aussi que c'est riche en nutriments, c'est riche en minéraux, c'est riche en matières organiques solubles qui peuvent être utilisées par les spores de bactéries pour se multiplier. Et cette figure illustre les travaux de collègues américains qui avaient pu montrer que dans du sol, dans des fractions abiotiques du sol, donc le sol débarrassé de tout ce qui est enfin, du sol stérilisé, débarrassé également de toutes les fractions vers de terre, etc., on pouvait avoir un cycle complet, sporulation et germination, rien que sur la base minérale du sol. On sait aussi que les spores peuvent être formés dans le tube digestif des animaux. Il y a même des travaux aujourd'hui qui s'intéressent aux sporobiotes, c'est-à-dire l'ensemble des communautés de bactéries sporulées qui sont présentes dans le tube digestif. Donc là, ce papier qui est tout récent, c'est sur le tube digestif de l'homme. Mais là, tous les animaux sont naturellement porteurs de spores dans leur tube digestif, dans lesquels ils remplissent un certain nombre de fonctions particulièrement utiles à la vie de l'animal. Donc, des contaminations pas seulement alimentaires, pas seulement environnementales, enfin, des contaminations principalement environnementales, mais on sait aussi que les spores peuvent être formés dans les usines. C'est assez contre-intuitif, mais il y a des évidences de travaux qui montrent que on peut avoir formation de spores à certains endroits dans des ateliers industriels. Cette figure illustre des travaux qui ont été conduits également au laboratoire à Avignon, donc qui était sur une observation, donc ici de la prévalence d'une bactérie sporulée, donc Geobacillus stérothermophilus, au cours d'une chaîne de production de petits pois et de carottes en conserve. Donc ici, vous avez les contaminations le niveau de contamination dans le sol. On n'avait pas trouvé dans cette enquête. Et puis ici, vous avez les niveaux de contamination dans les produits frais. Bon, vous avez des barres blanches et des barres grises. Ça correspond à 2 années d'études. Et donc, vous voyez, sur une des 2 années, on avait un niveau très peu on n'avait pas de détection de cette bactérie dans les matières premières. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, vous avez l'eau de blanchiment. Le blanchiment est un traitement qui conduit à plonger les légumes dans l'eau chaude avec différentes idées. Hein. Notamment, c'est d'inactiver les enzymes naturellement présentes dans des légumes. Et on a des eaux de blanchiment qui sont extrêmement chargées en géobacillus. Et cette eau de blanchiment, elle va contaminer les produits transformés à l'issue de blanchiment. Et on va se retrouver également avec des produits qui sont également très largement contaminés dans la boîte de conserve juste avant le traitement thermique. Alors l'explication est assez simple. Hein. Bon, imaginez une conserverie d'aliments, ça utilise énormément d'eau. Un blancheur, ça utilise de l'eau en circuit fermé qui va circuler sur les légumes et dans lesquels il va y avoir une accumulation de matière organique, donc juste provenant des légumes. Ça reste à une température relativement élevée, c'est riche en nutriments. On a des temps de séjour qui sont assez longs, donc globalement, on a un ensemble de conditions qui sont très favorables à la formation des spores. Est-ce qu'il me reste encore un peu de temps ou Bon, je considère que c'est oui. Et voilà, ça c'est une image qui illustre un petit peu le cycle complet de transmission des spores dans les aliments. Donc ici, vous avez les aliments transformés, et ici, vous avez les différents compartiments dans la chaîne de production et transformation des aliments qui conduisent à la contamination finale. Donc vous avez le sol, aussi bien la fraction biotique et abiotique. Donc abiotique, c'est tout ce qui est partie minérale et partie organique, fraction chimique. Et puis vous avez la fraction biotique, qui est également tous les arthropodes, les vers de terre, etc., etc. On a une relation particulière dans le sol probablement avec la rhizosphère, c'est-à-dire tout ce qui est associé aux racines des plantes.
Et puis on sait que bon, c'est du sol que sont contaminées les matières premières végétales. Euh, on peut avoir contamination des matières premières végétales et puis derrière contamination des animaux qui vont remettre des spores dans l'environnement via la matière fécale, mais aussi ça va être une voie d'entrée dans la transformation des aliments. Cette question du lieu de formation des spores n'est pas anodin. Ça, c'est une synthèse que l'on a réalisée avec mes collègues d'Avignon sur l'environnement de sporulation et les propriétés de résistance des spores. Et donc, c'est une compilation de travaux qui montre l'effet des variations de température, de la composition du milieu de sporulation, ou de la méthode de préparation des spores, et éventuellement d'autres facteurs, sur le niveau de résistance que l'on peut observer avec des spores bactériennes. Et vous voyez que ça peut être extrêmement variable. Pour une espèce donnée, on peut avoir des variations de 1 à 16 de la résistance des cellules en fonction de la température de sporulation. C'est un petit peu moins en fonction de la composition du milieu de sporulation. Mais ce genre de variations, ce sont celles qui peuvent apparaître dans la nature. Et la question est-ce que les évaluations que l'on fait avec des spores produites dans un laboratoire, est-ce qu'elles représentent bien ce qui peut se passer avec des spores qui arrivent de l'environnement? Donc, la résistance des spores, leur formation, qu'est-ce qui arrive après, après le retour à la vie végétative, ainsi tout ce qui concerne la germination et la croissance. Donc le processus de germination, il est déclenché par la mise en contact des spores avec généralement des petites molécules, des nutriments qui sont très largement présents dans l'environnement, des acides aminés, des sucres très très simples. Et en présence d'eau, la simple présence de ces molécules va déclencher la germination. La germination commence très simplement par une libération du DPA, ce composé spécifique de la spore, une libération du DPA, du calcium et une accumulation d'eau. Et la perte de la résistance est quasi instantanée, en particulier la perte de la résistance à la chaleur. Et puis progressivement, on va avoir une lyse de ces parois cellulaires, ce cortex en particulier qui est extrêmement rigide. Et donc, pour que la cellule végétative se libère, il faut qu'on ait une lyse de ces enveloppes. Et progressivement, on a une perte de la dormance, et puis au final, on a une libération de la cellule des enveloppes de la spore, et on a un retour avec la vie végétative et la multiplication. Une des questions importantes qui se posent aujourd'hui, c'est que, bon, quand on travaille au laboratoire, on est avec des populations extrêmement denses, mais dans la réalité, sur des aliments, on a des niveaux de population qui sont relativement faibles. Des fois, on est au niveau de la spore par gramme, et pour certaines espèces, on est au niveau de la spore par dizaines ou par centaines de grammes. Donc, le comportement des cellules qui nous intéresse, c'est souvent celui de cellules qui sont isolées. Et donc, on a commencé à travailler à Avignon, à s'intéresser au comportement de cellules qui sont prises isolément. Donc ici, c'est une expérience qui a été réalisée avec des spores de Bacillus cereus, où on a regardé le pourcentage de germination en fonction de la température. Et la surprise a été de voir que la probabilité de germination ne diminuait de manière sensible que lorsqu'on, toute limite de croissance, c'est marqué ici par la flèche verte, la flèche rouge, et ici on est à l'optimum de croissance, ça ne bouge vraiment qu'aux limites de croissance, alors qu'on aurait pu s'attendre à quelque chose de progressif. Bien entendu, lorsque on est dans les basses températures, la multiplication va être beaucoup plus lente, mais cependant, individuellement, chaque cellule possède la capacité de germer et de se multiplier, et on voit que c'est très peu affecté par la température. Ce qu'il faut prendre en considération dans les aliments, c'est qu'on a souvent des combinaisons de traitements. Hein. C'est qu'on a un traitement thermique et puis des conditions suboptimales de reprise parce qu'on conserve les produits à basse température ou parce qu'on a un produit qui n'est pas au pH optimal de croissance. Et ça, ces travaux montrent que pour des cellules qui ont reçu un stress thermique, on voit que la température de reprise
n'a pas du tout d'effet sur leur résistance apparente. C'est-à-dire que même après un stress thermique, elle récupère bien, quelle que soit la température de reprise, et ça ne bouge. Enfin, on a quasiment une. C'est un phénomène qui est insensible à la chaleur. Ce n'est pas tout à fait le cas pour le pH, où on voit que le pH est beaucoup plus handicapant, et lorsque des cellules qui ont subi un stress thermique repartent à des températures plus basses, on a une perte de la résistance apparente. Les cellules ont du mal à récupérer. Donc, pas d'effet de la température, mais un effet du pH, et ça a été démontré sur 2 espèces bactériennes. Hein. Ça, c'est un Bacillus cereus, et ça, c'est un Bacillus licheniformis, qui sont des espèces très présentes dans les denrées alimentaires. Donc, les principes de contrôle des spores bactériennes sont quand même bien connus, bien établis dans l'industrie alimentaire. Pour les produits stables à température ambiante et qui ont un pH supérieur à 4,6, bon, le traitement thermique de référence, c'est le traitement de la conserve, hein, avec un germe qui est le germe de référence qui est Clostridium botulinum dit du groupe 1, et l'objectif, c'est d'atteindre un traitement de 3 minutes à 121 degrés, qui est le barème standard de la conserve. Pour des produits qui sont conservés au froid, la bactérie de référence, c'est Clostridium botulinum du groupe 2, et on vise à appliquer un traitement de 90 degrés pendant 10 minutes, et on applique une date limite de consommation, justement pour limiter l'étendue de la croissance des micro-organismes. Et puis, pour la plupart des espèces, la limite de croissance est connue, donc on peut jouer sur d'autres barrières. En conclusion, donc les spores de bactéries, ce sont des espèces pour lesquelles il faut apprendre à vivre avec, et notamment les questions qui se posent aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe avec de nouveaux aliments, par exemple tout ce qui est steaks végétaux, dans les matrices qui sont extrêmement changeantes en spores bactériennes, quelles difficultés particulières peuvent poser ces spores? Et c'est également en lien avec des nouvelles pratiques, des pratiques alimentaires, et une tendance aussi à la réduction des barèmes thermiques qui peuvent donner des opportunités pour la multiplication, la survie et la multiplication des spores de bactéries. Une dimension intéressante également, c'est que les spores bactériennes sont dispersées par l'environnement, par l'homme, parce qu'elles ont des propriétés intéressantes. Certaines espèces sont des biopesticides, le Bacillus thuringiensis, le BT, c'est très similaire de Bacillus cereus, et c'est une bactérie qui est disséminée naturellement dans l'environnement. Il y a beaucoup de spores, de bactéries productrices de spores qui sont des probiotiques, et qui sont appliqués dans l'élevage ou en aquaculture, qui sont utilisés pour favoriser la défense des animaux d'élevage face à certaines maladies. Et d'autres spores bactériennes, d'autres espèces de bactéries productrices de spores sont des promoteurs de croissance de plantes, sont utilisés pour la biomyrilisation des sols. Donc il y a tout un panel d'applications qui peuvent entraîner une dispersion des spores dans l'environnement. Et les questions qu'on se pose aujourd'hui aussi, c'est finalement quelles sont les voies de contamination, hein. On arrive à démontrer de manière micro-locale les flux de dispersion, mais quels sont les grands flux de spores bactériennes dans l'environnement? Est-ce que les spores sont formés un petit peu partout, tout le temps, ou est-ce qu'on a juste des niches extrêmement actives qui vont être dispersées après par le vent et la pluie jusqu'à arriver dans les industries alimentaires? Voilà. Et ma dernière diapo, pour remercier mes collègues avec qui j'ai réalisé un certain nombre des travaux que j'ai présentés aujourd'hui. Et merci à vous tous pour votre attention. Et s'il reste du temps, je peux essayer de répondre à quelques questions. Voilà. Merci, Monsieur Carlin. C'était vachement intéressant. Vous avez pu nous présenter les spores et puis leur grande capacité de résistance. Et il y a eu pas mal de questions qui sont arrivées pendant votre présentation. Donc, ce serait intéressant si vous avez le temps justement d'en discuter un peu. Alors, la première question qui est arrivée, c'était comment différencier les spores entre différentes espèces? Comment différer? Il faut. Alors, toujours avec les méthodes classiques, hein, je dirais, si on arrive à les mettre en culture, après c'est toutes les méthodes moléculaires. Historiquement, on faisait la méthode biochimique, mais maintenant c'est la méthode moléculaire. On peut faire maintenant du séquençage du génome complet. Toutes les méthodes sont disponibles, comme pour les autres familles de bactéries, hein. Il n'y a pas de limite par rapport à ça.
Voilà. À condition d'arriver à faire germer, parce que généralement, pour extraire l'ADN des spores, c'est compliqué. C'est sûr. Ensuite, on a une autre question qui concerne du coup le temps que va mettre une cellule à l'état végétatif pour devenir en forme sporulée. Combien de temps Oui, ça va prendre à peu près? c'est assez rapide, c'est assez rapide. Hein. C'est au laboratoire en conditions optimales, ça se fait en quelques heures. Hein. Vous lancez, faites une boîte de pétri un jour, le lendemain, vous commencez à avoir des spores. Voilà. Ce qui veut dire que lorsqu'on a des temps d'attente de plusieurs heures en industrie alimentaire, on peut avoir des phénomènes de sporulation. Hein. Ça peut être montré. Voilà. D'accord. Mais ça peut se passer sur quelques heures. Bien entendu, si on est dans des conditions moins favorables, ça peut être beaucoup plus long. Mais voilà, ça peut se passer en quelques heures. Hein. Parfait. Il y a une autre question qui est, parce que vous avez parlé du fait que c'était justement difficile de faire sporuler certaines souches, Oui. et donc c'était, est-ce qu'il est possible de faire sporuler Clostridium bromanii? Aucune idée. Moi, j'avais essayé avec des Clostridium botulinum. C'est extrêmement capricieux. Alors, il y en a qui aiment les milieux solides, d'autres qui préfèrent les milieux liquides, d'autres qui préfèrent des mélanges entre milieux solides et milieux liquides. Il y en a qui ont besoin de minéraux, il y en a qui n'aiment pas les minéraux. Enfin, vrai, il y a à peu près tous les. Et puis, il y en a, vous pouvez avoir pour une espèce donnée, vous pouvez avoir des souches qui se portent très très bien, et puis d'autres qui seront extrêmement capricieuses. Donc, ça, c'est une des beautés de la microbiologie, c'est que on a toujours des surprises avec ces espèces-là. Très bien. Alors, il y a une autre question qui est, est-ce qu'il y a des produits chimiques qui peuvent détruire les contaminants? Oui. On a des produits sporicides qui sont utilisés pour les surfaces. Il y a une norme pour des produits sporicides. Alors, généralement, c'est des produits à base de chlore, c'est des produits assez costauds. Hein. Ouais. Il y a des formaldéhyde éventuellement, donc ce n'est pas les mêmes molécules que pour les cellules végétatives. Par exemple, l'alcool, à 70%, là, qui est très efficace sur les cellules végétatives, c'est même un procédé pour sélectionner les spores. Donc, elles ne sont pas du tout sensibles aux solutions d'alcool. Mais il y a une norme pour les produits sporicides. Alors, une question concernant les conserves de viande. Est-ce que le traitement doit être à 121 degrés pendant 3 minutes 20 secondes, ou est-ce qu'il y a une autre alternative pour, Alors, c'est 121 degrés 3 minutes, c'est le barème de référence, hein, qui est le traitement. Standard, je suppose. Le traitement standard. Alors, c'est pour des produits qui sont à pH supérieur à 4,6, parce que c'est la limite de croissance de Clostridium botulinum. Donc, pour les produits acides, on peut appliquer des barèmes allégés. Alors, dans l'industrie, en fait, il y a des équivalences, des traitements équivalents qui peuvent être calculés. Il y a tous des principes, je dirais, de calcul qui permettent d'avoir ce temps équivalent 122 degrés 3 minutes par des barèmes en ne dépensant pas 105, 110 degrés. Hein. On sait qu'une minute à 120 degrés, c'est équivalent à 10 minutes à 110 et c'est équivalent à 100 minutes à 100 degrés. Donc ça, c'est des principes qui sont bien établis. Sinon, lorsqu'on craint d'avoir des altérations de la qualité organoleptique, bah, c'est des combinaisons de traitement thermique et réfrigération. Donc, on applique des combinaisons d'autres facteurs. Voilà. D'accord, très bien. C'est le cas, par exemple, pour des produits très fragiles, pour des conserves de légumes, asperges ou artichauts, qui sont très fortement acidifiés. Parce que si on applique 120 degrés 3 minutes sur des asperges, on a la purée d'asperges, on n'a pas d'asperges. Hein. Donc, les asperges sont acidifiées pour avoir un barème moins fort. D'accord. Il y a une autre question qui concerne lorsque la souche revient à sa forme végétative, elle va produire une toxine. Est-ce que Oui. Voilà. Est-ce que du coup, ça va produire des toxines oui, à tout chaque à fait. fois? Alors, on considère effectivement pour le Clostridium botulinum que l'on a toujours production de toxines dès que l'on a multiplication de la cellule. Il n'y a pas énormément de données, donc les phénomènes de régulation ne sont pas bien connus, enfin, c'est pas extrêmement documenté, mais en général, on a toujours production de toxines. Et comme c'est une neurotoxine extrêmement puissante,
c'est considéré comme inacceptable en termes de sécurité des aliments. Très bien. Bah, merci beaucoup. Il y a une dernière question, je vous avoue que je la comprends pas. Avez-vous connaissance d'un comportement type cannibalisme sur les premières étapes de la sporulation? Alors, je ne sais pas si je vais répondre, mais ça me fait penser à quelque chose. Alors, c'est pas vraiment du cannibalisme, mais en laboratoire, lorsqu'on étudie le phénomène de sporulation, on sait qu'au niveau des populations de cellules, Mmh. il y en a une partie qui va entamer une sporulation et une autre partie qui va se sacrifier pour permettre la sporulation du reste de la population. Donc, il y a des phénomènes d'épigénétique où on a une régulation que seule une partie de la population sporule. Voilà. Et on va avoir une liste du reste de la population qui va fournir des nutriments pour le reste de la population. Donc, je ne sais pas si c'est à ça Je que suppose. la personne qui a posé la question pensait, mais effectivement, il y a des phénomènes qui font que toutes les cellules n'aboutissent pas à la sporulation. Et dans une population, on a un partage des rôles, quelque part, avec certaines cellules suicides, quelque part, et d'autres qui vont pour permettre aux autres d'aboutir à la sporulation. D'accord. Bon, personnellement, je ne savais pas, je trouve ça très intéressant. Visiblement, il n'y a pas d'autres questions. Donc je vous remercie encore une fois, c'était vraiment génial. Oh non, Et non, vous puis exagérez. ah mais non, moi j'ai vraiment apprécié en tout cas. Merci. Et du coup, Je on va reviendrai. r ah bah, avec plaisir. Hem, je vais vous laisser du coup et Merci pour les autres, beaucoup. on va se retrouver à Et merci pour les 16h15. On questions. fait une petite pause. Et ben, merci à vous, d'être venus, d'avoir participé au congrès, ça fait très plaisir. Merci. Hop. Hop. Et du coup, les autres, comme vous avez vu, on revient vers 16h15 et ce sera pour la présentation d'Angélique Fontana.